Hamidou Ould Abdallah, vous êtes le président du Centre stratégique pour le Sahel, pour la sécurité du Sahel, le centre 4S. Bonjour. Bonjour. D'abord, votre expertise d'homme qui était dans les zones de conflit pour les Nations Unies, vous avez fait plusieurs missions dans des régions vraiment secouées par des crises où il y avait des contentieux très très forts. Aujourd'hui, on voit que le Sahel est, pour ainsi dire, est en feu. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Où va le Sahel? Le Sahel se porte très mal. Vous avez parfaitement raison. Et le Sahel va très mal. Il y a le feu. Comment arrêter, n'est-ce pas, ce torchon qui brûle? À mon avis, il y a plusieurs raisons. Et, Mhm. je dirais que la principale pour moi, c'est en dehors du fait qu'on parle souvent d'une démographie galopante, ce qui est vrai, d'une urbanisation rapide et coûteuse pour les populations, c'est vrai, d'un chômage des jeunes, tout ça est vrai. Je pense aussi et surtout que le manque de transparence dans la gestion des finances publiques, qu'elles soient les finances de l'État, que ce soit les finances de l'armée, Oui. ça discrédite les gouvernements, ça discrédite les institutions. Donc, la corruption et surtout le fait qu'elle soit glorifiée et qu'elle soit impunie, ça va se répéter tant qu'on ne traite pas de ce problème de la corruption systémique qui existe ailleurs. Mais c'est l'impunité qui fait la différence. Oui, mais avant d'aborder ce sujet de fond sur la corruption, mais d'abord, on voit le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et peut-être demain d'autres pays. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui cache aujourd'hui ces coups d'État? Ça a un sens aujourd'hui, même si on condamne, c'est-à-dire que c'est la faillite des hommes politiques dans la gestion des pays et des crises. Tout à fait, mais il faut voir pourquoi il y a cette faillite. Et c'est effectivement une faillite de la démocratisation qui a commencé avec la fin de la guerre froide. C'est la faillite des institutions qui ont voulu promouvoir cette démocratisation. Il y a quand même, heureusement, des exceptions dans cette région. Pour le moment, tout le monde est d'accord que le Sénégal n'est pas tombé dans le panneau parce qu'il y a une société civile importante, largement vue comme indépendante. C'est la même chose pour les médias au Sénégal. Mais ce qui ne va pas, ce n'est pas seulement le terrorisme, c'est l'excès d'une partie de l'élite de vouloir tout garder, le pouvoir politique, le pouvoir économique et même le pouvoir social. Et on ignore la puissance des médias modernes. Oui. Les gens sont informés et on veut les traiter comme si nous sommes dans les années 60-70. Ça ne marche plus. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité vraiment de rattraper ces erreurs et surtout, on voit que d'abord, il y a une souffrance des populations extrêmement forte, mais comment aujourd'hui reconstruire ce Sahel qui est taraudé par le terrorisme, par un djihadisme dévastateur? C'est que comment aujourd'hui remettre les choses dans l'ordre et surtout sortir de cette ornière. En tout cas, ça, c'est le vrai diagnostic et c'est la vraie question que nos dirigeants, nos élites publiques et privées doivent confronter. Je dis nous parce que je considère que la Mauritanie fait partie du Sahel. Elle est à cheval entre le Maghreb et le Sahel, mais économiquement et largement socialement, historiquement, nous sommes partis de ce Sahel qui va des côtes atlantiques de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Et les gens, les populations sont confrontées à cette crise essentiellement politique, mais dont l'origine est une gestion
c'est un mot usé et on en a abusé, mais qu'on a ignoré. Une gestion patrimoniale, une gestion clanique des finances publiques. Quand vous voyez les contrats commerciaux qu'on fait, les contrats commerciaux, oui, j'ai dit, mais surtout les contrats avec des entreprises nationales et étrangères, à l'ère de la transparence, les gens ne veulent plus l'accepter et il y a quelque chose de très important. Dans les années 60 jusqu'aux années 70, l'ambition des citoyens, pas seulement des gouvernements, est de construire un État unitaire. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est la retribalisation des États. C'est devenu de plus en plus le gouvernement de telle tribu ou de telle région ou de telle ethnie. C'est une catastrophe. Au-delà de ce constat, aujourd'hui, il s'agit de sortir de l'incantation et d'entrer dans le concret. Est-ce que, par exemple, les organisations régionales comme la CEDEAO ou continentales comme l'Union africaine, on voit que ces organisations sont dans l'incapacité de pouvoir trouver les solutions et surtout, on a eu l'impression d'une coupure entre les dirigeants et leur peuple. Mais tu as parfaitement raison. Mais prenons d'abord une organisation dont on ne parle pas, l'Union du Maghreb arabe. C'est effondré. C'est très grave. L'Union africaine, mais commençons par la CEDEAO, ont voulu gérer les pays comme si c'était durant la guerre froide. Sans exagérer, c'est un peu à vouloir jouer au pacte de Varsovie, de donner des directives. Le monde a changé. On ne peut pas condamner un coup d'État si on ne condamne pas des élections truquées. Et les populations sont informées. Ils ont les médias comme les vôtres. Ils n'ont plus à aller dans un kiosque acheter le journal qu'ils ne peuvent pas acheter. Ils ont les contacts directs. Ils ont les WhatsApp. Il faut que le langage de l'Union africaine, qui est pourtant un homme d'expérience, il faut que ce langage soit proche des populations. La CEDEAO, il y a un clivage régional. Il n'y a pas de doute dans mon esprit que le président du Ghana, que j'ai connu ministre des Affaires étrangères, qui est président, c'est un homme cultivé, responsable, mais c'est un club d'amis. Il n'y a pas de doute que Buhari, qui avait fait un coup d'État, mais qui est un homme austère, sérieux, élu démocratiquement, qu'il veut une bonne gestion, comme les présidents de Sierra Leone, comme Macky Sall, comme d'autres. Mais quand on voit, bon, je ne vais pas parler de quelqu'un qui n'est plus là, les gens qui s'accrochent au pouvoir, au mépris de l'évolution des choses, au mépris des réseaux sociaux, ce sont eux qui affaiblissent ces institutions. Malgré l'alternance qu'on a eue pacifique au Niger, par exemple. Mais il faut en profiter pour tenir compte de l'évolution de la technologie, de l'éveil des populations et du refus de ce retour au tribalisme. Beaucoup d'Africains réclament des solutions africaines à ces crises, mais on voit aussi cette incapacité à pouvoir trouver et mobiliser surtout les gens. Un exemple, c'est-à-dire que la présence de Barkhane, on voit aujourd'hui que Barkhane est une véritable faillite, même s'il y a eu des résultats. C'est-à-dire que l'approche sécuritaire et militaire semble aujourd'hui complètement à côté de la plaque, excusez-moi l'expression. Hein. Oui, alors, moi je me méfie beaucoup de ces slogans solution africaine aux problèmes africains. J'étais à Washington les années 97-98 quand on a lancé cette idée à la suite du désastre en Somalie et du terrible génocide des Tutsis au Rwanda. On a dit, bon, solution africaine aux problèmes africains, ça permet aux États-Unis, à l'Europe de se dégager. Les Africains ont pris ça comme un slogan créé par eux. Non, il n'y a pas de solution européenne à une crise européenne comme dans l'ancienne Yougoslavie.
ou comme en Ukraine aujourd'hui. Il faut une intervention internationale, soit politique, soit diplomatique. Cette recherche de spécificité africaine est un piège. Aujourd'hui, pour revenir à cette situation, il y a des cas qui s'opposent et il faut une cohérence des institutions régionales. On ne peut pas fermer les yeux sur des élections truquées, sur des troisièmes mandats, sur tout ce qui est inacceptable et vouloir condamner un coup d'État. Je ne peux pas soutenir un coup d'État. Je pense qu'ils sont condamnables. Par exemple, un coup d'État au Sénégal serait inadmissible. Le pays est élu démocratiquement, le président est élu démocratiquement. Mais les gens n'accepteront pas un troisième mandat, n'accepteront pas des élections truquées. Oui. Mais il y a les faits. Donc aujourd'hui, on est face à cette situation, la prise de pouvoir par les militaires, dans le cas du Mali, du Burkina, de la Guinée. Comment peut-on aujourd'hui, et on le voit nettement avec la multiplicité d'acteurs comme la Russie qui entrent dans le jeu et qui risque d'aggraver et d'antagoniser la situation. Comment voyez-vous aujourd'hui cette situation? Est-ce qu'on va en sortir à un moment donné ou comment c'est devenu... Bon, d'abord, l'Afrique n'a vraiment pas besoin, disons, cette région du Sahel, qui est ma région, Sahel, Maghreb, n'a pas besoin d'une nouvelle guerre froide. Dans les années 60, la Russie était très présente en Guinée et au Mali. Et le Mali, d'ailleurs, avait son franc malien, dont l'échec est probablement à l'origine de l'immigration massive, en particulier dans la région de Caille. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin d'une nouvelle concurrence. Elle ne doit pas s'y prêter, en tout cas le Sahel, mais il faut qu'on revoie les rapports entre États. Et surtout que nos partenaires européens, disons par exemple la France, mais aussi l'Union européenne, les Africains, le président ne peut plus décider seul comme dans les années 60. Ils ont sur le dos les réseaux sociaux, la presse internationale qui est accessible par Internet. Le bureau politique va soutenir tout ce qu'un président dit. Mais l'intérêt est limité. Ce qui est important, les gens ne vont plus accepter et je ne pense pas, et j'espère que la Russie ne cherche pas une présence comme durant la guerre froide. Bon, je sais qu'il y a ce qu'on appelle les Wagner en Centrafrique, il serait aussi en Libye. La Chine a une présence très ancienne. Même les conservateurs politiques comme moi, on avait une grande sympathie pour la Chine parce qu'elle a fait le premier port en Mauritanie. Les premiers grands immeubles en Mauritanie ont été faits par les Chinois. Aujourd'hui, la Chine détient 25% de la dette africaine. Donc, ce qu'il faut, c'est plus de transparence dans les rapports entre la Chine et les pays africains, surtout dans le domaine économique. Quelle est la situation dans la pêche, par exemple, si je pense à la Mauritanie, ou dans les mines, si je pense au Mali, au Ghana, ou au Congo. Donc, la Chine doit faire un effort de transparence, ne pas accepter, n'est-ce pas, des accords de ce genre. La Russie a eu des sommets à Odessa avec les pays africains, comme la Chine, comme le Japon, comme la France qui vient de le faire avec des chefs d'État, mais aussi avec la société civile. Donc, il y a une évolution, mais les présidents, parce que malheureusement, c'est toujours les présidents qui décident, il faut décentraliser plus ou consulter plus pour avoir un consensus. Il y a les faits. Aujourd'hui, on l'a dit, le feu de brousse avance avec une rapidité incroyable et surtout, il y a une réorganisation militaire, notamment de Barkhane, mais avec l'entrée aujourd'hui de la Russie. Et quid du G5 Sahel? Est-ce que cette structure dans un Sahel en crise va continuer à exister et comment va être son avenir? Ça, c'est une question très importante pour moi comme membre
d'un pays du G5 Sahel et surtout le siège du G5 Sahel, j'espère que la Mauritanie et le Tchad et le Niger, qui sont les seuls pays où il n'y a pas d'ostracisme pour le moment contre un État membre, parce que le président devait aller au Mali et au Burkina, donc on ne sait pas. À mon avis, si la présidente doit continuer avec le Tchad ou le Niger, mais j'espère surtout que mon pays va mettre les bouchées doubles pour renforcer le secrétariat du G5 Sahel. C'est une institution dont la région a besoin et qui doit être élargie à des pays tels que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, mais la crise va continuer tant que la gestion n'est pas transparente. On ignore la corruption dans nos pays, que ce soit au niveau des polices, que ce soit au niveau des douanes, et c'est ça qui affaiblit le G5 Sahel s'il ne fait pas quelque chose, et c'est ça qui introduit des partenaires au-delà de la France. Je pense que si Barkhane quitte au stade actuel, la situation du Mali serait extrêmement grave ou très difficile. Mais si Barkhane reste et n'est pas accepté socialement, je ne dis même pas politiquement, il devient un problème. La crise autour du contingent danois aujourd'hui, par exemple, de Tabouka, est un exemple de cette guérilla entre alliés qui ne peut que favoriser les adversaires. L'utilité d'une analyse, c'est aussi l'opérationnalisation des idées. C'est-à-dire que comment rendre ces idées praticables par les politiques. Aujourd'hui, on voit que la complexité de la situation empêche véritablement de voir clair sur les mois à venir. Mais alors, au niveau du Sahel, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer une hiérarchisation de ces actions à mener? Et est-ce que l'Union africaine qui va tenir son sommet le 5 et le 6 février va pouvoir aujourd'hui sortir de son incapacité et de se projeter dans cette Afrique des urgences? Oui, mais si on commence par l'Union africaine, effectivement, il y a un problème. Je pense vouloir par exemple, prenons le cas de l'Union européenne, qui sont quand même des pays qui ont des institutions plus anciennes que les nôtres, des alliances plus anciennes. Il y a toujours des divergences, ou fréquemment des divergences, entre Bruxelles et certaines capitales, pour ne pas les citer, la Hongrie ou la Pologne, ainsi de suite. Donc, en Afrique, nous devons en tenir compte et ne pas vouloir gérer au quotidien la situation à partir d'Addis, ce qui se passe en Gambie ou en Guinée-Bissau ou en Guinée équatoriale ou Guinée-Conakry, je ne prends que ces mots, ou au Mozambique. Donc, il faut aussi avoir une gestion plus légère. On ne peut pas diriger comme même l'OTAN, des divergences. Et il faut donc que l'Union africaine, elle a les compétences qu'il faut, l'organisation, le secrétaire général est lui-même très pratique, il a un cabinet très pratique. Donc, il faut cesser de vouloir diriger comme si c'était un centralisme des années de guerre froide. Ça peut marcher si on le fait. Il y a des modèles de succès dont on peut parler. Par exemple, quand le Mozambique a subi cette attaque terrible de terroristes et qui a mis en difficulté, ou même qui a bloqué les activités de Total, un pays africain très discrètement est intervenu à pu le gérer, c'est le Rwanda. Le Rwanda a déployé des troupes discrètement, sans tambour ni tam-tam, avec, et pour le moment en tout cas, on ne sait pas, mais pour le moment, c'est stabilisé sans grand cri. Donc, ce qu'il faut, et je conclue sur ce point, c'est éviter
le centralisme autoritaire des années 70, le centralisme démocratique entre Guinée, des pays de la guerre froide, ça ne peut plus marcher. Il y a tellement de sujets qu'on aimerait bien traiter avec vous, mais le temps est limité. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question sur une mission que vous avez réalisée. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, vous a chargé en tant qu'envoyé spécial au Tchad en mai 2021. Quid de cette action? Est-ce que on oublie aujourd'hui le Tchad qui est encore en transition, c'est-à-dire que c'est un pays qui n'a pas encore réglé ses problèmes. Comment faites-nous un peu un rapport sur cette situation? Oui, merci beaucoup. Effectivement, le Tchad, la situation du Tchad mérite notre attention. D'abord, même si je ne parle pas comme le représentant de la secrétaire générale Louis Meshikowabo, j'ai été dans ce pays, je connais, j'ai vu le président de BI récemment à Paris et je trouve que la situation est un test extrêmement intéressant pour la région. La réussite de cette transition peut servir. Pourquoi elle peut servir? D'abord, parce qu'on a trouvé, je veux dire, pas la solution, mais le point de départ qu'effectivement, et de mon point de vue, c'est la réalité, ce n'était pas un coup d'État. Le président est mort pendant un conflit, et donc il fallait sauver la situation, stabiliser. Et maintenant, c'est fait, donc il y a eu des militaires, il y a ce qui est très important, la recherche d'un consensus. Oui. Mais le pays a connu tellement de crises que cette période, à mon avis, doit être gérée en tenant compte des groupes rebelles qui sont nombreux, qui sont à l'étranger, mais sans ignorer qu'au Tchad, comme dans toute la région, 66% de la population ont moins de 30 ans. Ils sont chômeurs, ils n'ont pas d'avenir. Si on ne fait pas quelque chose pour ces jeunes, si on ne fait pas quelque chose pour le monde rural qui quitte massivement pour aller dans les banlieues des grandes villes, le problème reste le même. Mais les Tchadiens, pour le moment, ont mobilisé 800 milliards de francs CFA, c'est à peu près 1 milliard 100 millions de dollars, d'euros, c'est énorme. Mais pour faire cette conférence, est-ce que cette conférence ou de dialogue national ou de retrouvailles, je ne sais pas, devait avoir lieu en novembre-décembre, elle a été reportée pour renforcer la base et faire un bon départ. Mais au stade actuel, avec le sommet de l'Union africaine qui se prépare, avec le Ramadan qui vient, je la vois difficilement avoir lieu en février. Donc, mais il faut qu'elle ait lieu, à mon avis, et surtout que le gouvernement continue à voir son opposition comme il vient de voir maintenant avec l'opposition qui n'était pas inclue, et le gouvernement comprend beaucoup de membres de l'opposition que j'ai rencontrés pendant mes séjours. Ahmedou Ould Abdallah, je rappelle que vous êtes le président du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel, Centre 4S, que vous étiez ancien ministre, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir décrypté ce Sahel si compliqué. Merci bien, merci de m'avoir donné l'occasion de me parler de ma région, effectivement très compliquée. Merci. Merci, à bientôt.